Pour moi, il existerait un autre temps qui est peut-être un temps mystérieux qui fait que l'être humain évolue, quel que soit ce qui se passe. Quelque chose qui est comme un appel intérieur vers un ailleurs ou un développement qui va continuer. À quelle vitesse poussent les arbres ? De combien de temps ont-ils besoin pour terminer leur croissance, pour faire pousser une branche ou pour la réparer ? Enfant, Catherine Vazet voulait devenir infirmière, soigner, sauver le monde. À 21 ans, à quelques mois du diplôme, elle a fait une erreur. Une erreur sans conséquences graves, heureusement, mais qui a infiltré le doute en elle, brouillé son esprit, désorganisé ses pensées. Plus elle faisait des efforts, moins elle était efficace. Les critiques et les difficultés se sont multipliées jusqu'à l'échec, scolaire, implacable. Lorsque son rêve d'enfant s'est envolé, d'autres portes se sont soudain ouvertes, plus créatives, plus profondes. 30 ans plus tard, Catherine Vazet est aujourd'hui psychologue, spécialiste du burn-out, cette souffrance vécue à l'école d'infirmière sur laquelle elle met aujourd'hui des mots. Elle est aussi maman, ceinture marron de karaté, écrivaine et conférencière. Un équilibre qu'elle cultive jour après jour à un rythme sensible. Bienvenue dans la 4e dimension. Mon nom est Laure Gabu. Souvent, les gens ils se posent la question, mais comment on fait ce métier ? Qu'est-ce qui se passe en dehors des séances ? Donc là, vous allez un peu voir, parce que je vais aussi ouvrir un peu le cabinet. Je ne sais pas si vos collègues sont là. En fait, on n'arrive pas, pour moi j'arrive pas 2 minutes avant la première séance. J'arrive en tout cas une demi-heure à 3/4 d'heure avant la première séance. Puis ça me permet de bien préparer les lieux. Mes collègues sont pas. Préparer les lieux, ça veut dire arriver, allumer les lumières, j'ouvre les fenêtres aussi. On va renouveler l'air ou tout ce qui s'est passé hier aussi. Peut-être qu'il y a des choses aussi à nettoyer. C'est un soin, pour moi c'est un soin important. Préparer les locaux, aussi me rendre disponible peut-être quelque part. Et voilà, ma grotte. Qui est bien décorée. Qui est décorée de mes origines. Hein. Donc moi je suis un quart chinoise, c'est pour ça qu'on voit des meubles chinois en fait. Mon père était à moitié chinois et c'est mon grand-père qui était chinois. Il était en études en France, puis c'est là qu'il a rencontré ma grand-mère qui était une Suisse allemande en voyage avec son père. Et puis à cette époque, il n'y avait pas d'avion, on faisait les voyages en bateau. Hein. Et puis il a rencontré ma grand-mère, ils se sont mariés, ils se sont aimés. Puis après, à un moment donné, il a décidé de prendre ma grand-mère en Chine, de retourner en Chine avec elle. Ma grand-mère, c'était une dame grande, blonde, aux yeux bleus. Donc, à l'époque, arrivée dans un petit village chinois, elle était comme une extraterrestre. Et puis, ils ont vécu leur vie là-bas. Ils ont eu plusieurs enfants, dont mon père, qui est né à Shanghai et puis qui a habité jusqu'à l'âge de 26 ans. Et à cause de la révolution culturelle, ils ont dû revenir en Suisse. Ces origines asiatiques, pour moi, c'est très important, en fait, parce que ça m'amène à un autre regard aussi. J'ai l'impression d'avoir un pied en Orient, un pied en Occident. Puis du coup, ça me permet des fois de voir les choses d'une autre façon, parce que pour moi, l'Asie voit les choses, le monde d'une autre façon. Notamment de voir la santé d'une autre façon. Puis ce qu'on dit, je ne sais pas si c'est vrai, mais pour un médecin chinois traditionnel, on va payer son médecin tant qu'on reste en bonne santé. Et si on est malade, on ne le paye plus, ça veut dire qu'il a mal fait son travail. C'est un mythe ou c'est une réalité ? Alors je sais pas, mais je trouve que ça va très bien dans la philosophie de la médecine chinoise, qui va vraiment plus dans la prévention.
Et puis je pense qu'on a beaucoup d'efforts à mettre en place ici en Occident par rapport à ça, et aussi de notre comportement vis-à-vis du médecin. C'est rare qu'on aille chez le médecin en prévention, à part pour faire certains check-ups qui sont nécessaires. Ces tableaux, ils sont vraiment beaux. Hein. C'est des tableaux auxquels je tiens particulièrement, qui sont d'inspiration asiatique. Ils ont été peints à l'époque par un homme qui s'appelle Louis Sanza. Il est décédé maintenant, mais c'était aussi une sorte d'inspiration pour moi dans ma pratique aussi de psychothérapeute. On a pu recevoir ces deux tableaux qui forment un ensemble, un tableau un peu plus féminin, je dirais, avec un paysage avec une cascade, il y a la lune, une pleine lune, et des sortes de montagnes un peu plus floues, comme ça, dans le lointain. Et puis ce tableau qui est en parallèle, qui est un peu plus masculin, mieux défini, plus structuré, je trouve, dans la forme des montagnes. Voilà, donc c'est un peu le pôle féminin, le pôle masculin d'un paysage asiatique. Ah, mais une légèreté, c'est toute cette brume, non? Ouais, ça nous donne la liberté d'imaginer le reste. La nuit, il y a peut-être le jour, donc ça nous donne de l'espace en fait, de rêve. Et puis c'est une bonne métaphore de l'être humain et de ce que son esprit peut dévoiler à certains moments. Oui, absolument. Et puis aussi du potentiel de qui on est. On a une certaine... se révéler différemment avec des choses qui nous surprennent nous-mêmes. Donc il y a toute une part inconnue de nous-mêmes qui peut se révéler selon les événements qui se passent dans notre vie. Puis ça, je trouve que ça représente bien en fait la façon d'être de nous, hommes et femmes, dans nos vies quotidiennes. Souvent, on est à côté de la plaque parce que on vivote, on compte sur la nature ou sur l'ordre des choses et on met pas en place des mesures qui pourraient exploiter le plein potentiel de santé qu'on a, le plein potentiel de notre corps physique, le plein potentiel de nos possibilités émotionnelles aussi, dans la richesse que ça peut avoir, le plein potentiel de nos capacités aussi cognitives ou de nos capacités relationnelles, de comment on entretient le réseau et qu'est-ce qu'on en fait, et puis comment on crée des liens qui sont soutenants ou qui sont peut-être aussi, qui nous aident à nous remettre en question, etc. Puis là, pour moi, il y a une question importante qu'on devrait avoir maintenant et qui fait partie aussi de mon travail parce qu'il y a des gens qui viennent me voir parce qu'ils sont en burn-out, qui sont très en souffrance au travail. Puis du moment où ils dépassent ça, il y a un moment donné, certains vont continuer pour développer une qualité de vie. En fait, il y a une suite. C'est pas seulement la guérison, c'est aussi un changement de vie, un changement de façon de se traiter soi-même aussi. C'est marrant d'être assis comme ça, vous dans votre position de psychologue et moi dans la position du patient, avec tout cet attirail microphonique. On peut changer de place aussi, hein. Comme ça vous pouvez voir qu'est-ce que ça fait d'être dans la position du thérapeute. Non mais c'est drôle de poser des questions à une thérapeute. C'est un peu vous qui changez les rôles, parce que d'habitude je suis pas en train de raconter ma vie aux patients, c'est plutôt le contraire. Puis là je réponds à ce que là où vous me sollicitez, qui est plus personnel aussi. Ce que je fais aussi des fois avec les patients, je suis pas tellement... je me livre aussi, parce que je pense que c'est important aussi de s'exposer. On n'est pas... j'ai aussi des vulnérabilités, j'ai aussi des endroits où j'ai des failles, où j'y arrive pas, où je m'énerve parce que je n'y arrive pas, j'y arrive pas non plus. Il y a des endroits où je suis engagée corps et âme pour maintenir une bonne santé au travail aussi. Il y a des fois où j'ai beaucoup de stress. Puis ça, c'est important que les patients le sentent aussi. C'est que je vis aussi dans mon processus à moi des choses similaires à ce qu'ils vivent, si ce n'est que moi, je suis pas épuisée et eux le sont. Mais je suis dans ma dynamique pour maintenir mon équilibre. Je reviens à mon cœur. Je ralentis. Je m'accorde un instant pour me permettre de sentir la générosité de mon cœur, pour accéder à une compréhension et une paix de l'esprit plus profonde. Comment est-ce qu'on définit le burn-out aujourd'hui ?
Alors, clairement, le burn-out, c'est un épuisement, une fatigue qui est due au stress chronique au travail. Donc, les stresseurs principaux sont dans l'activité professionnelle, pas en dehors. Et puis, c'est d'abord pour moi un épuisement de notre corps qui va après se répercuter sur notre équilibre psychologique ou notre climat intérieur, qui aussi va se répercuter sur une forme d'estime de soi qui va être dépréciée à un moment donné. Puis ce qu'il faut voir, c'est que c'est un processus qui évolue dans le temps de manière lente. C'est pour ça que c'est pas si facile à identifier ce qui se passe au départ. Le stress s'installe petit à petit, puis on a 2-3 petits signaux qui se montrent, comme par exemple, peut-être on dort moins bien, peut-être on arrive moins bien à se concentrer, peut-être qu'on a mal à la tête après une journée de travail, mais c'est une fois de temps en temps, donc c'est pas grave. Peut-être qu'on a une fréquence cardiaque légèrement plus rapide que d'habitude, mais c'est pas flagrant non plus. Et puis tout ça commence à s'installer, et à la place de, si c'est des signaux d'alerte, à la place de s'en alerter, on s'y adapte, on s'habitue, ça devient la norme. Ça devient normal d'avoir régulièrement mal à la tête après une journée de travail. Ça devient peut-être normal de pas bien dormir au moins une nuit par semaine. Et puis ça, petit à petit, de manière très insidieuse, ça s'aggrave. C'est pas juste une nuit par semaine, ça va être peut-être chaque nuit qu'on aura de la peine à dormir. Les hormones de stress sont là pour nous réveiller, ils sont pas là pour nous permettre de dormir. Donc petit à petit, on va entrer dans un processus qui nous épuise et qui s'engrange de lui-même. Ça veut dire que plus je suis dans le stress et en tension, moins je vais bien dormir la nuit, je n'aurai pas une bonne récupération la nuit, parce que les hormones de stress sont aussi sécrétées pendant la nuit, ça me tient réveillée. Je vais être le matin fatiguée, je vais aller au travail fatiguée, je serai moins efficace. Pour compenser l'inefficacité au travail, à la place de lâcher, je m'enfonce encore plus dans le travail et je fais des heures supplémentaires. Je vais m'inquiéter plus aussi parce que je vois que j'y arrive de moins en moins. Donc je vais encore plus penser au travail, même en dehors du travail, dans la vie privée. Ma vie privée va commencer à être envahie de ruminations professionnelles. Et du coup, j'aurai moins l'occasion de pouvoir récupérer, me changer les idées, me détendre et me faire du bien. Et ça va encore plus me fatiguer. Puis ainsi de suite, il y a vraiment quelque chose où on entre et ça nous enferme petit à petit. Et plus on essaye de s'en sortir volontairement, en faisant des efforts, en disant bah voilà, il faut que je résolve ces problèmes au travail, etc. Plus ça va m'enfoncer en fait dans ce processus-là. Et le problème pour moi fondamental du burn-out, c'est pas tellement un problème d'excès de stress, c'est surtout un problème de manque de récupération. J'accepte toute situation difficile telle qu'elle est. Je m'apaise en quittant l'attitude de résistance et de combat face au réel. Je peux alors agir sereinement. Ce que je dirais par rapport au temps, de ce que j'en ai compris par rapport à la médecine chinoise ou aussi par rapport à l'Asie ou la culture asiatique, c'est qu'on ne va pas tellement parler en temps linéaire, mais plus en cycle. C'est des cycles de saison, c'est des cycles où le changement va travailler en cycle, où on revient toujours à un endroit, mais on pourrait dire que peut-être l'évolution de l'être humain va se passer en spirale, mais c'est jamais linéaire, on part pas du point A pour arriver au point Z. En fait, il y a toujours des boucles comme ça qui se font. Puis ça me parle beaucoup en fait par rapport à une vision du temps qui serait pas linéaire, mais qui serait beaucoup plus arrondi ou plus en équilibre. On voit aussi la santé plus comme un processus d'équilibre, pas un équilibre établi. C'est pas en fait un état être en bonne santé, c'est un équilibre qui se construit tous les jours, seconde après seconde presque. Si on regarde au niveau du corps humain ce qui se passe, sans arrêt, le corps humain, il agit, il change, il se transforme pour maintenir un équilibre de santé. Et puis, je trouve que le temps vu au niveau biologique, il représente bien mieux peut-être le temps humain. C'est un temps qui est vu en rythme, en répétition, en cycle. On a les cycles hormonaux, on a le cycle du sommeil, on a un nombre de répétitions qui se passent. Voilà, les saisons. Si on regarde aussi en tant qu'être humain,
si on est assez attentif, on peut se rendre compte qu'on n'est pas les mêmes en été qu'en hiver. Il y a des choses, on a des besoins différents en été et en hiver. Puis souvent, ce que je peux constater dans la vie qu'on mène, dans notre société moderne, c'est qu'on est un peu à l'envers de ce qui est de l'ordre de la nature. Parce qu'en été, c'est là où il y a le plus de lumière, c'est là où il y a le plus d'énergie, c'est là où on pourrait être le plus actif. Et en hiver, c'est là où on est le plus intérieur, un peu comme une forme d'hibernation. Puis ce qui se passe dans le stress et la vie qu'on mène, c'est qu'on prend nos grandes vacances en été, donc c'est comme si on ralentit en été, et puis on va accélérer à la fin de l'année, avec les fêtes de fin d'année, avec tout ce qui se boucle en fin d'année aussi. Donc il y a énormément de gens qui sont très stressés en fin d'année, et ça correspond pas du tout au rythme biologique. En fait, notre biologie, on aurait besoin de faire un peu comme les paysans de l'époque, où en hiver, tout est calme parce qu'il y a moins de lumière dehors, et puis aussi parce que la nature est paisible et qu'il y a moins de choses à faire, on fait des choses plus intérieures. Pour nous, on devrait aussi pouvoir aller un peu dans ce sens-là. Je préserve mes capacités d'initiative et de créativité. Les espaces de rien se transforment en disponibilité intérieure. Ce temps d'incubation, essentiel à la créativité, permet à l'inspiration de venir. Ce qu'il faut savoir aussi, ça c'est la médecine chinoise qui nous le dit, c'est que la façon dont on va vivre l'hiver nous prépare à notre énergie qui va s'épanouir complètement en été. Ça veut dire que si on est fatigué en été, c'est probablement qu'on a mal vécu les besoins de l'hiver. Puis en hiver, il y a comme un cocon à créer, il y a un travail plus intérieur. C'est souvent en hiver qui serait propice pour la créativité, par exemple écrire, faire des choses qui sont plus intérieures. Et puis en été, où il y a tout qui sort, il y a tout qui éclot, on va pouvoir cueillir les fruits en été de ce qu'on a semé en fait en hiver. Mm-hmm. Vraiment selon le cycle des saisons presque. Hein. Oui, absolument. Parce qu'on est des animaux à la fin. Enfin, en tout cas, notre corps, on ne peut pas le nier. Il est dans son rythme. Il y a l'horloge biologique, il y a l'énergie qu'il va nous donner ou pas nous donner. Il y a des réserves qu'on peut créer ou pas créer. Souvent, on l'utilise comme une machine, mais ce n'en est pas une. Au contraire, il y a quelque chose qui est vivant, il y a quelque chose qui est... quelque chose qui a besoin d'être nourri, qui a besoin d'être cultivé, qu'on a besoin de prendre soin. Si on plante une graine dans la terre, on va devoir attendre un certain temps tout en arrosant, mais il se passe rien. Il y a un temps de gestation. Et puis pendant ce temps-là, on peut pas... quand il y a la petite germe qui commence à pousser, on peut pas se dire je la tire dehors pour qu'elle pousse plus vite. Ça marche pas en fait. Il y a un certain temps de la biologie qu'on peut bien voir quand on regarde comment les choses se passent dans la nature. Et puis souvent avec notre mental, on est plus en train de se dire mais j'aimerais bien, maintenant c'est fini, il faut que ça change, etc. C'est comme si on tire notre plante qui n'est pas encore mature, en fait, hors de la terre, ce qui n'a pas de sens. Je me laisse le temps d'agir au bon moment. Ma réactivité est optimale, ni trop rapide, ni trop lente. Je prends du recul pour agir en fonction de l'ensemble du tableau et non pas d'un événement isolé. Quand je vois les gens arriver dans mon cabinet, c'est comme s'ils ont sauter du TGV en route. Ça donne la même impression de passer d'une rapidité, d'une accélération à tout d'un coup, paf, rien du tout. Comme si il y a tout qui s'arrête. Et ils sont complètement, souvent, presque des fois en choc d'être en arrêt de travail, comme s'ils ne comprennent pas ce qui s'est passé. Donc il y a ce choc de cet arrêt, en fait, qui va arriver. Et puis, je pourrais dire qu'il y a, par rapport au rythme, souvent ce que j'entends, c'est « mais j'ai pas le temps, j'ai pas de temps pour moi ». On a des expressions aussi qui expriment ça, où il y a une accélération, etc.
Puis des fois, je me dis, mais si on remplace le mot temps par le mot vie, ça donne en fait ce qu'on est en train de faire. J'ai pas le temps, j'ai pas la vie de. J'ai pas de temps pour moi, je ne me donne pas cette vie pour moi. En fait. Donc symboliquement, il y a quelque chose aussi de cet ordre-là. Le temps, c'est la vie. Et à quoi je vais investir ma vie? Dans quoi? Et souvent, le burn-out, ça pose cette question essentielle aux gens, c'est euh, j'ai une énergie qui est limitée, je me rends compte parce que je me suis épuisée là-dedans, non, je ne peux pas être à 200% dans mon travail, à 200% maman, à 200% dans mon couple, à 200% dans ma vie personnelle. Je dois faire des choix. Et quand je choisis un domaine plutôt qu'un autre, je sacrifie l'autre partie de ma vie, de mon énergie, de mon attention. Et puis la plupart des gens en burn-out, ils se sont surinvestis dans leur travail et ils ont sacrifié d'autres parts de leur vie, en fait, à cause de ça. Et du coup, c'est important de pouvoir... voilà, moi, je suis psychologue, je suis psychothérapeute, je suis formatrice, je suis conférencière, des fois. Mais je ne suis pas que ça. Je suis aussi Catherine, une femme, j'ai des enfants, voilà, je suis en couple. Il y a des choses qui se passent dans ma vie et je suis autre chose qu'une simple psychologue. Et c'est important que je puisse nourrir aussi toutes ces facettes de la personne que je suis. Si on ne fait pas consciemment l'effort de cadrer, par exemple, le travail ou les obligations, on va se faire avoir parce que dans la société, il y a tout qui nous tourne vers ça, en fait. Donc, il y a quelque chose pour moi à choisir volontairement. Et on a le droit de choisir la vie qu'on a envie de mener. Mais il faut la choisir. Il ne faut pas subir inconsciemment les choses. Je suis au centre de ma vie. Je me connecte profondément avec moi-même. Je fais mes choix à partir d'un centre de gravité solide en étant pleinement consciente de mes propres besoins et de mes priorités de vie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le temps humain, pas le temps extérieur. Le temps extérieur, il est comme il est, mais nous, on va le vivre en tant qu'humain, le temps d'une certaine façon. Et puis là-dedans, pour moi, il y a 3 dimensions. Il y a le temps au niveau de mon mental, que je vais pouvoir séquencer, qui est rationnel, que je peux diviser, que je peux négocier. Enfin voilà, il y a quelque chose qui est très chirurgical même, peut-être parfois. C'est là que je vais y mettre tout ce que je dois faire en temps de temps, que j'imagine comment je pourrais le faire. Avec le temps mental, on est tout à fait capable en une fraction de seconde à se projeter avec notre imaginaire à Sydney, à l'autre bout de la planète. C'est tout à fait possible. Ça veut dire qu'en une fraction de seconde, on fait le tour de la planète. Quand on veut le faire au niveau physique, matériel, ça va nous prendre un peu plus de temps. Donc il y a une différence pour moi entre le mental, le temps qui va s'accorder ou qui va imaginer que ça va prendre, et la réalité. Puis dans la réalité, on a 2 autres dimensions. C'est l'émotionnel, donc c'est la dimension du temps pour moi qui est subjective. Voilà, ça a passé peut-être super vite, ou bien on a l'impression aussi, peut-être si c'était très intense, que 2 jours, c'était pas 2 jours, c'était peut-être 2 semaines ou 2 mois, tellement il y a eu de choses qui se sont passées. Donc ça, c'est le temps pour moi émotionnel, subjectif. Puis après, il y a ce temps qui est de l'ordre biologique, qui est encore différent. Et là, on va considérer plutôt tout ce qui est de l'horloge biologique, les rythmes, les cycles qui reviennent sans cesse. Il y a un temps qui est en train de se dérouler pour nous, le vieillissement aussi, la maturation qui va se faire, et qui se passe souvent de manière inconsciente, mais dont on peut aussi prendre conscience pour aussi s'y accorder un petit peu plus, peut-être. Il n'y a pas d'autre temps qui existe, en fait. Si, pour moi, il existerait un autre temps qui est peut-être un temps mystérieux qui fait que l'être humain évolue, quel que soit ce qui se passe. Quelque chose qui est comme un appel intérieur vers un ailleurs ou un développement qui va continuer. C'est pour moi le temps qui va se dérouler pour un enfant qui grandit et qui va toujours chercher à être, voilà, à se mettre debout, à marcher, à comprendre mieux le monde, à évoluer, etc. Donc, dans ce développement, il y a aussi une sorte de durée, il y a aussi un sorte de rythme de développement, en fait. Puis on parle souvent du rythme de développement de l'enfant, mais en fait,
l'adulte continue à se développer sur d'autres dimensions que la croissance physique. Et, malheureusement, dans notre société, on dit qu'on vieillit, et puis c'est vu comme négatif, alors qu'en fait, on mature et on peut que s'améliorer dans plein de dimensions. Ça dépend de notre regard, en fait. C'est comme un appel intérieur qui va nous faire toujours nous relever. Même si on tombe, on va avoir envie de se relever, en fait, symboliquement, dans tous les sens du terme. J'accepte le chaos du monde réel. Je ne suis pas chargée de trouver une solution à tous les problèmes qui m'entourent. Je reconnais les limites de mon temps, de mon énergie et de mes compétences. Ce temps-là, même s'il est mystérieux, est-ce qu'il passe? Oui, il passe, dans le sens où on est en constante évolution. Ça veut dire que c'est jamais statique. L'être humain, il est jamais statique. On est à chaque seconde, on est différent, en fait. Puis en même temps, on a cette image aussi qui est donnée par les maîtres zen. On peut voir le reflet de la lune sur l'eau de la rivière, et puis en même temps ça change, et en même temps la lune, elle est toujours présente. Donc il y a comme un changement, parce que l'eau de la rivière, quand elle est passée, c'est jamais la même qui revient, en même temps c'est la même rivière. Et puis la lune, il y a le reflet, et il y a une histoire de reflet, puis il y a une histoire de la lune qui est dans le ciel, qui est permanente. Donc pour vous, dans cette conception-là, le temps existe. C'est quelque chose qui est là. Pour moi, le temps humain existe. Je dirais ça comme ça. Ça veut dire que on va avoir notre temps. Chacun va avoir son temps à lui ou à elle. J'ai mon temps, j'ai ma façon de le vivre, j'ai mon temps sur Terre, j'ai mon unique chemin de vie aussi, j'ai mon vécu subjectif du temps aussi. Et ça, pour moi, c'est le temps humain. Et je pense que ça, on y a accès. Après, le reste, qui est le temps peut-être de l'univers, ou à un autre niveau, ou le temps du mystère aussi qui nous englobe. On ne sait pas d'où est né l'univers, on ne sait pas qu'est-ce qui va devenir. On est tout petit par rapport à l'évolution du monde. Et pour ça, humblement, on peut rester à notre place puis se dire, ben voilà, moi, peut-être que je vais vivre, si ça se trouve, très, très vieille, qui serait peut-être jusqu'à 100 ans. Mais pour la construction de l'univers, c'est rien. C'est une poussière, ou même pas une poussière. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui, pour moi, est inconcevable, et tant mieux. C'est ça qui nous rend plus humbles. C'était La Quatrième Dimension, un podcast réalisé par moi-même et produit par Reportage. Les lectures entendues dans cet épisode sont extraites du livre de Catherine Vazet, Mandela Détente, paru aux éditions Jouvence. Retrouvez cet épisode sur votre plateforme d'écoute préférée, pensez à lui mettre plein d'étoiles, des commentaires et à le partager avec votre réseau. Et vous, comment est-ce que vous visualisez le temps ? Envoyez-moi vos dessins ou vos messages audio par message privé sur Facebook, Instagram ou Twitter. Vous pouvez retrouver la page de La Quatrième Dimension grâce au hashtag 4D Podcast ou en tapant 4e avec le chiffre 4 et un petit E. Merci à Meg Chicani pour les illustrations, à Yannick Richter pour la musique du générique, à Pavillon pour celle des ambiances, à Lise Boucher pour le mixage. Merci à la Fondation Suisse pour la radio et la culture pour leur soutien. Merci à vous d'être là et à bientôt dans La Quatrième Dimension. Pour moi, le temps, je le dessinerais en graines. Qu'une graine, elle a tout le potentiel d'une future forêt. Ça veut dire qu'à l'intérieur de la graine, il y a des possibilités. Et si on pose cette graine dans un milieu favorable, qu'on va en prendre soin, il y a quelque chose qui va en sortir, comme la petite pousse verte tout à l'heure, qui va devenir un jour un arbre peut-être, qui donne des fruits, et puis après, même si peut-être l'arbre tombe ou meurt, les fruits deviennent des graines, et puis il y a un cycle qui recommence. Pour moi, l'être humain, c'est pareil aussi, il y a quelque chose de cet ordre-là.